Puisque le programme est dense, le programme est chargé aujourd'hui, 3 tables rondes. Alors j'aurais envie de dire aujourd'hui bonjour mesdames, parce que quand même c'est la journée internationale des droits de la femme. Alors cette journée, on voudrait qu'elle dure toute l'année et véritablement mesdames, merci d'être présents. Et que ça soit hier sur les tables rondes ou encore aujourd'hui, on s'aperçoit du rôle important qu'elles ont et ce qu'elles apportent dans les lieux où elles passent. Moi, pour pouvoir beaucoup travailler avec les collectivités, j'ai vu vraiment un avant et après la parité. Les conseils départementaux, les conseils municipaux, la présence des femmes est vraiment marquant. Et il y a toujours une anecdote que j'ai encore vécue il n'y a pas longtemps. Quand on appelle une femme pour lui proposer une mission, un mandat, elle vous demande si elle sera à la hauteur. Elle s'est dit, je réfléchis, je vais travailler, je reviens vers vous. Souvent, quand on appelle un homme, il vous dit tout de suite et après, il voit s'il peut éventuellement assumer la fonction. Voilà. Donc, merci mesdames. Aujourd'hui, deuxième session. Nous avons hier eu une première session de ces rencontres partenariales des activités de pleine nature, portées par le Comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie et la mairie de Millau, un partenariat constructif. Je crois que pour ceux qui étaient là, les échanges étaient intéressants. Je suis accompagné pendant toutes ces journées par Nahuel Passerat. Il a accepté d'être le parrain de l'épreuve. Et pour ceux qui n'étaient pas hier là, je lui demande quand même de dire un petit mot rapide pour se présenter. C'est quelqu'un qui aime l'ultra-endurance, qui est un homme d'Occitanie, un homme de l'Ariège, qui a choisi d'y vivre et de décliner son amour des chemins avec son activité professionnelle. Oui, bonjour à tous. Nahuel Passerat, je suis chargé de communication à la Rigeoise de cyclosportive et je suis coordinateur des courses du Challenge du Montcalm, donc c'est du trail, dont la Pika Pika, un ultra trail dont je suis à l'origine. Et j'ai pratiqué l'ultra trail pendant 10 ans. Et là, par rapport à des soucis de santé, je me réinvente et j'adapte ma pratique sur de l'endurance à vélo. Donc voilà, et comme tu as dit, les échanges d'hier étaient très intéressants. J'ai pris beaucoup de notes sur le téléphone. Je ne suis pas sur les réseaux toute la journée, c'est juste des notes. Mais j'ai pris beaucoup de notes et j'ai appris beaucoup de choses et je me suis vraiment nourri de ces échanges. Donc vraiment un grand merci pour la confiance en tant que parrain. Merci beaucoup. Alors, première table ronde, se déplacer autrement, les mobilités décarbonées, la clé pour l'accessibilité des APN. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait dire, avec parfois un peu d'utopie, j'en conviens, halte à l'autosolisme, être seul dans son auto. Il suffit d'aller au travail dans les grandes agglomérations, se trouver dans des ralentissements pour constater que la plupart des gens sont seuls dans leur voiture. Donc l'autosolisme étant encore aujourd'hui une conquête pour le réduire. Comment proposer des solutions alternatives à la voiture individuelle, surtout en espace rural diffus, comme l'Occitanie en a énormément et comme on en voit partout en France, location de vélos, réseau de voies et pistes cyclables. On a aujourd'hui des solutions, on a aujourd'hui des praticiens qui essayent sur le terrain de mettre en œuvre des solutions. C'est aujourd'hui les témoignages que nous allons voir. Alors, nous devions avoir Antoine Renaud avec nous. Antoine Renaud, il a tout fait pour essayer de venir, mais il a essayé de venir avec la SNCF, donc on lui pardonnera beaucoup de ne pouvoir pas être là aujourd'hui, mais il a évité d'être un voyageur égaré. Juste un mot, on y reviendra, c'est intéressant son témoignage, c'est un spécialiste de la location de vélos. Quelques éléments. Aujourd'hui, pour lui, la rentabilité d'un loueur de vélo qui voudrait en faire son activité professionnelle, c'est au minimum un parc de 50 vélos. Je crois que c'est à noter. Si on le fait en accompagnement d'une prestation d'hébergement ou d'autres, c'est difficilement rentable. Et aujourd'hui, le choix du parc de vélo, la mode de gestion de vélo, c'est un vrai métier à part entière. Et il vaut mieux se faire conseiller au moment où, dans sa propre activité, office du tourisme, hébergeur, réceptif, si on veut développer cette activité associée, c'est vraiment un métier à part entière. Donc, je vous invite à vous faire accompagner, à prendre des conseils avant de vous lancer dans cette activité qui peut avoir un stock qui devient vite obsolète et ne pas correspondre en termes de vélo à proposer aux clients à ce que les clients demandent réellement. Voilà. Donc, on salue bien Antoine et on le remercie d'avoir voulu venir, mais de n'avoir pas parvenu. C'est vraiment pas de sa faute. Alors, Sandrine Charnay, à tout seigneur, tout honneur, on est dans le parc naturel aujourd'hui, et les Grandes Cosses, elles nous entourent ici. Donc Sandrine, vous êtes chargée de mission tourisme durable au parc naturel régional des Grandes Cosses, et pour vous, l'itinérance, la mobilité, c'est quelque chose que vous avez pris à bras-le-corps, et vous avez, je crois, tracé énormément d'itinéraires. Alors, bonjour à tous.
Bonjour à tous. Ça marche, ça marche. Bon, avec ou sans les lunettes? Bonjour à tous. J'ai pas pu être là hier, je suis désolée. Apparemment, les échanges ont été très intéressants. Donc, voilà. Donc, moi, je suis chargée de mission tourisme durable au Parc des Grands Causses depuis pas mal de temps maintenant, quasi 12 ans. Voilà. Et c'est vrai que la randonnée, l'itinérance, ont fait partie des choix premiers de positionnement touristique et de développement et d'aménagement touristique pour le Parc des Grands Causses. Donc on a effectivement une période qui est quasiment en train de s'achever, on va dire, qui a consisté à construire avec les collectivités, puisqu'on n'intervient évidemment pas seul sur le territoire. Et on a créé une communauté d'intérêt autour de la randonnée et de l'itinérance avec l'ensemble des communautés de communes sur le parc. Et on est parti de très loin, en 2012, sur l'élaboration d'un schéma directeur de développement de la randonnée et de l'itinérance. Alors, aujourd'hui, c'est assez classique, mais bon, c'est vrai qu'en 2012, on ne faisait pas forcément partie des territoires les plus actifs. Moi, j'avais l'avantage d'avoir vu d'autres territoires dans le Massif central qui étaient très, très dynamiques autour de la randonnée et des itinérances. Et voilà, on a fait ce choix qui a été un choix moteur et porteur de développer un réseau de sentiers, sachant que le parc avait quand même eu une première période de protection du patrimoine des chemins ruraux, donc avec une équipe d'agents de terrain, une assez bonne connaissance des problématiques de maîtrise foncière, de relations avec les agriculteurs. Mais c'est vrai qu'on était plus sur une entrée protection des chemins ruraux et développement de petites boucles par commune. Voilà, à la demande en fait. On travaillait un peu à la demande des communes à cette époque-là. Et on est rentré dans le tourisme en se disant qu'il fallait mettre en scène, mettre en tourisme et essayer d'apporter un peu de valeur ajoutée économique à ce travail autour de la rando. Donc, on a travaillé de manière assez rapprochée avec les communes, les communautés de communes, les offices de tourisme, les acteurs socioprofessionnels. Il y en a qui sont dans la salle, là, que je vois, qui ont fait partie de ce travail dès le départ. Et on a dessiné un schéma qui a permis d'abord d'essayer de pointer les sites d'intérêt, les pôles de services avec hébergement, restauration, commerce. Bon, on avait identifié les gares, bien sûr, on en a une et demie sur le parc. Voilà, donc un réseau de sentiers pédestres plutôt au départ, donc interconnectés, reliés autour de pôles de services et connectés aux grands itinéraires qui nous entouraient. Donc c'est un travail qui a pris du temps, puisqu'il faut que chaque communauté de communes s'implique. Ça demande beaucoup de moyens financiers, ça demande des aides du département, on a eu des aides européennes, régionales. Et aujourd'hui, on n'a pas fini, mais on a bien avancé sur un premier réseau de sentiers pédestres interconnectés. On a entre 2005 et 3000 km de sentiers. Sur lequel viennent s'ajouter des pratiques qui ont émergé au fil du temps, donc du VTT, par exemple, du trail, aujourd'hui du gravel. Donc voilà, c'est un réseau de sentiers qui est un peu notre terrain de jeu, entre guillemets, et sur lequel on a une relative bonne maîtrise des aspects entretien, travaux, balisage, signalétique. Voilà, on a fait ce choix de vraiment miser sur cette mobilité douce qui n'était pas gagnée il y a 10 ans et qui aujourd'hui montre qu'on a fait un choix, je pense, assez pertinent, puisque c'est un réseau qui fonctionne bien.
qui nécessite encore beaucoup de travail. On est en train de travailler sur Millau Grand Causse, là, mon collègue Gauthier. Voilà, je pense que les professionnels apprécient. Et je crois que ce qui est important aussi, c'est que vous avez des éco-compteurs, vous essayez de déterminer les zones de surfréquentation éventuelle, vous déminez les conflits d'usage. Vous avez 2500, 3000 km de sentiers, mais pour autant, ce n'est pas trop de sentiers. Vous essayez de les mesurer, de répartir les fréquentations. Vous avez une interactivité avec votre réseau. Alors, d'une part, on essaye de les valoriser par de la multipratique. D'autre part, on a aussi essayé de construire des itinérances qui permettent de vraiment mettre en scène ce réseau. Donc, on peut citer, il y avait le Tour du Larzac, qui est mythique aujourd'hui. La grande traversée du Massif central, la VTT, qui permet aussi une certaine valorisation de ce réseau et qui vient lui apporter une dynamique. Le GR 736 qui est en train de naître et qui permet aussi de valoriser ces pratiques. Donc on essaie quand même de faire en sorte que ce réseau soit utilisé. Et bien sûr, on essaye d'évaluer. Alors, c'est toujours très compliqué, l'évaluation. Mais nous, on a la chance, effectivement, d'avoir une équipe. J'ai mon collègue Joël Hatché qui est vraiment sur le terrain, qui travaille avec les assos, les collègues des Comcom. Et on a investi ensemble sur un réseau du matériel, des éco-compteurs. Je crois qu'on a une quinzaine d'éco-compteurs qu'on essaie de répartir intelligemment pour suivre effectivement la fréquentation. Donc on a des secteurs qui sont ultra fréquentés, ça c'est sûr, on le sait, d'autres un peu moins, mais on voit qu'il y a une émergence quand même vraiment de la pratique liée à ce réseau et toute la promotion et la mise en tourisme qui est faite autour. Et pour retomber sur le thème de notre table ronde de ce matin, vous avez voulu aussi, pour préserver l'environnement, préserver trop de personnes qui viendraient pour utiliser tous ces sentiers par des voitures individuelles. Vous avez répondu à un appel d'offres et essayé de développer la mobilité douce pour l'accès primal aux sentiers. Alors, en parallèle de ce schéma touristique, le parc mène d'autres politiques d'aménagement et c'est vrai que autour du plan climat-air-énergie territorial, il y a eu depuis quelques années une volonté assez forte des élus de miser sur la multimodalité. Donc, depuis quelques années, le parc teste plusieurs solutions. On a mis en place un bouquet de solutions de mobilité sur le territoire du parc. Ça a commencé par, je ne sais plus par quoi ça a commencé, mais on a aujourd'hui le réseau Pouce. Donc, on essaye de valoriser l'autostop un peu organisé. Il y a 7 véhicules aujourd'hui sur le parc des Grands Causses qui sont mis en partage avec l'entreprise Cities, qui est une entreprise lyonnaise. Donc il y a Millau Grand Causse, par exemple, l'office de tourisme qui l'utilise et qui montre aujourd'hui qu'on a un surcroît d'usage de cette solution en période estivale. Donc même si ces solutions sont avant tout destinées quand même à la population locale, on voit qu'il y a un usage touristique. Donc c'est hyper intéressant. On a essayé aussi de démocratiser le vélo électrique, qui aujourd'hui est quelque chose d'assez ancré. Les élus du territoire sont en train de se mobiliser autour d'un schéma cyclable vraiment structurant. On essaye aussi de faire la promotion le plus possible du train. Il y a un réseau qui est assez faible. On a un train qui passe avec assez peu d'horaires, donc c'est pas très pratique encore, mais enfin on sait qu'il y a des gens au-dessus de nous qui essayent de faire en sorte de renforcer cet usage. On a un réseau de bus aussi qui est... Voilà, donc même si effectivement aujourd'hui on sait que dans nos territoires ruraux, on ne peut pas... comme vous le dites, il y a un principe de réalité, on a besoin de la voiture. Mais en multipliant les solutions de mobilité, on voit que on expérimente et en mettant la voiture en partage, en essayant d'être intelligent dans son usage, petit à petit, il y a des évolutions qui se font et qui permettent de croire qu'on peut quand même aller vers un peu plus de facilité d'accès à nos territoires, y compris jusqu'au dernier kilomètre. Et on va faire justement la transition avec le deuxième intervenant de la matinée, Pierre-Yves Le Guen, puisqu'il travaille sur votre territoire, il travaille avec vous.
Pierre-Yves Le Guen, la malle postale, quel joli nom, la malle postale. Hein, c'est bien d'avoir un mot de la tradition française. Alors vous, justement, vous avez transformé votre métier initial sans l'oublier. Et puis vous avez fait de votre ancrage au Puy-en-Velay, vous êtes un Pono au cœur de la Haute-Loire. Vous avez utilisé la dynamique qui a été créée autour de cette voie spirituelle devenue une voie économique qui est le Saint-Jacques pour finalement faire du portage et trouver des solutions pour que les randonneurs ne soient pas obligatoirement des randonneurs à bilan carbone désastreux. Oui, tout à fait. Donc on existe effectivement depuis 2009 et on a commencé à nos activités de transport de bagages, de personnes et aujourd'hui de vélos d'ailleurs sur le chemin de Compostelle, effectivement de par notre positionnement au Puy-en-Velay et le fait que le Puy soit, comme ils disent, le plus grand départ d'Europe des chemins de Compostelle. Mais on a aussi le chemin de Stevenson qui part du Monastier à côté du Puy, mais qui est balisé au départ du Puy. Monastier-sur-Gazeille. Le Monastier-sur-Gazeille, effectivement. Mais du coup, voilà, par notre positionnement, c'est vrai qu'on a commencé à travailler sur ces itinéraires-là pour assez rapidement nous déployer sur pas mal d'itinéraires du Massif central, le chemin de Saint-Guilhem, le Tour de l'Aubrac. Je ne vais pas tous les citer parce qu'on travaille aujourd'hui sur une 50aine d'itinéraires en France, de la Bretagne la Normandie, en passant par les Vosges, le Jura, l'Hérault, l'Aude avec des sentiers cathares par exemple. Quand vous dites que vous travaillez partout, c'est-à-dire que vous avez aussi développé un réseau de sous-traitants. Vous n'êtes pas seul, vous donnez une expertise et un savoir-faire à des relais qui sont vos ambassadeurs sur d'autres territoires. Ouais, c'est ça, on travaille. Alors, on roule nous-mêmes sur. Alors, on parle de bilan carbone. Alors, désolé, on a 30 minibus qui roulent pendant 8 mois de l'année sur l'ensemble du Massif central, sur les grands itinéraires, mais pas que. En particulier, une partie du GR 736, les grands COS, etc. Mais effectivement, sur des itinéraires moins fréquentés, on ne va pas nous-mêmes aller mettre un camion et un véhicule sur des itinéraires à droite à gauche pour répondre à la demande des clientèles et pour leur éviter à eux de chercher des solutions de transport avec généralement des taxis ou divers transporteurs basés localement. On va nous-mêmes créer ces réseaux, intégrer ces transporteurs existants dans nos supports et on reste la porte pour le randonneur ou l'agence de voyage pour leur proposer des services de transport et nous coordonner les différents transports de personnes, bagages ou vélos sur aujourd'hui une 50aine d'itinéraires à l'échelle nationale. Ouais. Vous pouvez nous expliquer un peu le process, comment ça fonctionne? J'ai envie de faire le Saint-Jacques-de-Compostelle, le chemin de Stevenson ou le GR54 ou le GR20. Comment je m'y prends? C'est-à-dire, est-ce que je vais sur une plateforme? Comment je réserve? Quel service vous allez m'apporter? Oui, alors bon, si vous voulez faire le Saint-Jacques-de-Compostelle, après, tous les randonneurs qui font le Saint-Jacques-de-Compostelle ou le chemin de Stevenson n'utilisent pas non plus les services de la malle postale, mais c'est vrai que... Je veux préserver mon dos. Très bien, donc dans ces cas-là, ouais, on est les bonnes personnes qu'il faut contacter. On est assez visible, hein. Aujourd'hui, la marque, la malle postale, l'enseigne est assez connue. Quand un randonneur ou même une collectivité cherche à développer ou cherche à faire transporter son sac sur des itinéraires, assez rapidement on est nommé et on est visible. Donc c'est pas très difficile de nous trouver. Donc si vous voulez faire transporter votre sac sur le chemin de Compostelle ou revenir, parce qu'on fait pas que du transport de sac, mais on a aussi des navettes de retour ou sur le GR 736 effectivement. Mais c'était la question de Serge par rapport au chemin de Saint-Jacques. Pour revenir, parce qu'on propose des navettes régulières, il suffit d'aller sur notre site internet ou de nous appeler. On est au Puy, mais on a un site internet qui est bien visible et on peut, vous pouvez interagir avec nous et réserver directement, effectivement, en ligne tout un tas de services, que ce soit le service de transport de bagages, transport de personnes, transport de vélos, le convoyage de véhicules aussi qui permet aux randonneurs ou aux cyclotouristes de retrouver son véhicule à destination une fois qu'il a randonné. Il nous laisse son véhicule au point de départ et l'un des membres de notre équipe le conduit à destination pour que le client, le randonneur, ait son véhicule à l'arrivée et ça lui permet aussi de faire moins de kilomètres selon la destination où il habite, quoi. Est-ce que ça a pris? Je suppose si vous êtes là, si vous fonctionnez, si vous êtes sur 50 itinéraires, c'est que le produit a correspondu à une demande. Donc aujourd'hui, quelle est la typologie des gens qui font appel à vous et est-ce que c'est duplicable partout? Alors oui, potentiellement c'est duplicable partout. Après, c'est vrai que pour que ça fonctionne réellement et pour que ça trouve un écho, il faut quand même que ce soit des itinéraires sur lesquels il y a un certain volume, mais pas que, parce qu'on sait aujourd'hui aussi que des itinéraires qui, comme la partie du GR 736 par exemple sur laquelle on a travaillé, pour la mise en tourisme d'un itinéraire, pour qu'un itinéraire soit visible, commercialisé, on sait très bien qu'aujourd'hui il faut qu'il y ait tout un tas de services qui y soient associés, les hébergements évidemment, mais aussi, c'est une demande des clientèles et des agences de voyage qui commercialisent des services de transport
en particulier le transport de bagages, de personnes ou de vélos. Donc voilà, c'est pour cette raison que oui, nous, on est amené à se développer, on se développe sur différents itinéraires pour répondre à la demande et des clientèles, et des collectivités, et des agences de voyage qui souhaitent commercialiser des produits ou trouver des solutions, en tout cas clés en main, avec un seul interlocuteur pour l'organisation de la logistique et des transports sur tout un tas d'itinéraires. Alors, c'est vrai qu'effectivement, vous l'avez dit, vous utilisez des minibus, vous utilisez des voitures, des voitures à énergie fossile. Pour autant, vous réduisez le nombre de voitures individuelles et vous avez une action sur l'environnement, mais très pratico-pratique. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 10 randonneurs qui ont 10 voitures pour accéder au départ, une famille qui suit, finalement, vous faites qu'il n'y ait plus qu'un seul minibus. Donc, avec beaucoup de praticité, avec beaucoup de réalisme, vous essayez de rester dans le réaliste et le concret, mais en réduisant, in fine, le volume total des véhicules sur un itinéraire. Oui, on espère en tout cas. Oui, nous aujourd'hui, un randonneur qui nous sollicite pour revenir d'un point A à un point B sur un itinéraire, on ne va pas déplacer un véhicule pour ce randonneur. On a sur tout un tas d'itinéraires, en particulier Saint-Jacques, Stevenson et Saint-Guilhem, des navettes régulières avec des rotations quotidiennes 2 fois par jour pendant 8 mois de l'année, de début avril à fin octobre, qui permettent du coup à des randonneurs de revenir à leur point de départ, mais aussi de les avancer sur le chemin en cas de blessure, en cas d'intempéries ou des choses comme ça. Mais on fait aussi de plus en plus, on propose depuis longtemps, mais les navettes que l'on propose ne sont pas que à destination des étapes de l'itinéraire. On peut aussi amener les personnes vers des gares, des aéroports. On fait par exemple, pour encore parler du chemin de Compostelle, excusez-moi, mais c'est l'itinéraire sur lequel on travaille le plus. Ça nous arrive assez régulièrement d'aller chercher des randonneurs, par exemple, qui arrivent à l'aéroport de Lyon, de les amener au Puy. Ils vont marcher pendant 10 jours jusqu'à Aumont-Aubrac, et arrivé à Aumont-Aubrac, on les ramène de Aumont-Aubrac à Lyon, par exemple. Ça fait partie des prestations qu'on peut faire. Ou on peut les amener à Rodez une fois qu'ils ont fini leur randonnée. À Conques, par exemple, on fait des navettes, enfin pas des navettes pour le coup, c'est des transports sur mesure. Il n'y a pas de ligne régulière pour ce type de transport, mais on est capable en tout cas d'amener des personnes vers des gares, des aéroports parce qu'ils viennent sans véhicule sur place, quoi. Et oui, effectivement, nos minibus sont mutualisés dans le sens où voilà, 8 randonneurs individuels qui ont réservé individuellement chez nous se retrouvent dans le même véhicule, et du coup on mutualise les transports, ce qui permet d'avoir des coûts plus ou moins attractifs sur ces itinéraires. Comment vous arrivez à appréhender une masse critique qui vous permet de dire oui, sur cet itinéraire, je peux me mobiliser et mettre en place une structure, c'est des comptages sur sentier, c'est un ressenti d'hôtellerie. Qu'est-ce qui fait que si un territoire vous dit Pierre-Yves, venez chez moi et essayez de mettre en place votre service, vous dites oui, ou qu'est-ce qui vous fait apprécier en disant j'attends encore un peu qu'il y ait plus de monde sur le sentier? Non, bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. S'il n'y a pas de services qui y sont associés, finalement, il n'y aura peut-être jamais personne sur le sentier. Il faut qu'il y ait une gamme de services qui soit large pour que le sentier démarre et qu'il soit visible et qu'il y ait qui trouve son public. Donc potentiellement, même si le sentier est créé et qu'il n'y a personne, nous, on peut venir travailler dessus. Et c'est le fait qu'on commence à proposer nos services que petit à petit, des agences de voyage vont s'y intéresser, vont le commercialiser, que via la communication que nous on fait, mais que les territoires aussi font de leur côté, la communication autour de ces itinéraires va fonctionner, et petit à petit, les clientèles vont s'y intéresser. Ce qui fait le point pour nous, le point clé pour savoir si on peut y aller ou pas, c'est surtout le réseau de transport existant. Nous, quand on va s'implanter sur un itinéraire nouveau, on va déjà regarder l'existant et savoir s'il y a des transporteurs, des taxis ou autres types de transporteurs qui effectuent déjà ce type de transport. Et en gros, on va jouer un rôle de facilitateur en créant ce réseau et en étant la porte d'entrée unique pour diffuser les infos. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de transporteurs, s'il n'y a pas de taxis, s'il n'y a pas d'entreprises qui déjà sur le territoire sont capables de faire du transport de bagages et de personnes, nous on ne va pas faire de miracle et on va pas créer une société on va pas implanter des véhicules sur place s'il n'y a pas d'existant, quoi. Dernière question, puisqu'on l'a évoqué, vous l'avez évoqué spontanément quand on a échangé pour préparer cette table ronde. Je crois que vous avez fait le choix de rester en énergie fossile parce que l'énergie électrique n'est absolument pas compatible avec ses délais de charge, avec le type de service et les rotations et le rythme que vous avez sur le terrain.
Oui, aujourd'hui, en tout cas, avec le fonctionnement qu'on a, on n'a pas d'outils, de véhicules effectivement électriques qui ont assez d'autonomie pour effectuer les rotations qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Donc aujourd'hui, non, c'est pas possible techniquement de passer. Alors on pourrait le faire sur certains petits secteurs, mais ça engendre aussi des contraintes de recharge, etc. On travaille aussi sur les territoires ruraux. Il n'y a pas forcément la capacité non plus technique sur l'ensemble des territoires pour pouvoir recharger des véhicules, par exemple. Et puis ça engendre aussi des coûts. Si nous, on doit faire de 300 km et que notre chauffeur doit s'arrêter 2 heures pour recharger le véhicule, forcément, il y aura quelques retards dans nos navettes et là, les clientèles ne seront pas contentes. Merci Pierre-Yves d'être venu du midi de l'Auvergne pour nous faire part de votre témoignage. On enchaîne, on pourra revenir dans les questions si l'assistance veut plus d'explications. Alors, on arrive sur un duo, hein, c'est une table ronde d'un duo. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec eux, puisque j'ai toujours du plaisir à échanger avec des gens où je vois qui aiment leur métier, qui sont passionnés, qui en parlent avec gourmandise. Vous voyez leur sourire déjà, hein, donc ils aiment ce qu'ils font, ils travaillent ensemble, et on a donc 2 départements qui travaillent ensemble pour apporter une plus-value à quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est-à-dire les grands sites, et trouver des solutions pour amener du monde différemment dans d'autres périodes. Donc Gilles Dorian Mathéos, chargé de mission dans l'Aude, Gilles Delory, chargé de mission dans l'Hérault, à vous la parole. Oui, bonjour à tous. Donc oui, on va vous parler de l'expérimentation Escapade nature sans voiture entre grands sites. Juste rapidement pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément le sujet, qu'est-ce que c'est qu'un grand site? Alors un grand site, ce sont des opérations qui ont été initiées par l'État, alors pas par le tourisme, par l'environnement. Donc dans les sites, autour de sites classés. Donc un grand site, à la base, c'est un cœur de site classé, qui en général subit des problèmes de surfréquentation. Donc l'État accompagne les collectivités sur la gestion en fait, de ces sites. Donc on parle généralement beaucoup dans les grands sites de problématiques de stationnement, de gestion de surfréquentation, avec une idée qui est, il y a le cœur de site, il n'y a pas que le cœur de site, il y a un territoire autour, voilà, avec une idée qui est de déconcentrer. Donc ça, c'est le principe de base. Il s'avère que nous, dans l'Hérault, et Dorian vous parlera de l'Aude, on a 5 territoires qui sont en opération grand site, ce qui est assez unique en France. Donc 3 grands sites de France, donc qui ont passé le cap supérieur, ils sont labellisés, et 3 qui sont en opération. Le réseau des grands sites de France, donc, qui est l'association qui regroupe et accompagne tous ces territoires, a lancé une première expérimentation à l'échelle d'un grand site, celui de Navacelles en l'occurrence, qu'on partage joyeusement avec nos voisins gardois, en 2015, autour du concept Escapade nature sans voiture. Donc l'idée, c'était effectivement de sortir de l'huître, du cirque de Navacelles, d'aller à la rencontre de l'ensemble, d'un territoire plus large, avec un petit défi qui était de dire on va le faire sans voiture. Alors il n'y a pas de pressenti sur le mode de locomotion, mais c'est sans voiture. Donc ça, c'était la première étape. Et puis le réseau des grands sites de France nous a dit tiens, on va essayer de passer encore plus compliqué, on va faire inter-grands sites. Alors c'est tombé chez nous, pourquoi? Parce qu'effectivement on avait la chance d'avoir 3 grands sites très proches, à savoir Navacelles, les gorges de l'Hérault, Saint-Lième-le-Désert, dont Geoffroy vous a parlé hier pendant une de ses questions, et le grand site Salagou, Cirque de Mourez. Donc voilà, on est parti de ce principe-là qui était de dire est-ce que c'est possible? Donc sur la première expérience, on était là sur 2018-2019. Alors ça prend un petit moment et Dorian vous expliquera pourquoi. Voilà, sur cette expérimentation, de dire est-ce que c'est possible? Donc on est en expérimentation. On confronte la réalité du terrain à cette envie qui est de dire voilà, est-ce que c'est possible d'organiser un séjour et de découvrir ces territoires qui, en l'occurrence, effectivement, sont plutôt des territoires ruraux, parfois pas forcément facilement accessibles, en ne touchant pas sa voiture, et si possible d'ailleurs en arrivant sur le territoire sans voiture.
Voilà, donc je vais passer la parole à Dorian pour la deuxième étape qu'il a suivie avec brio. Merci Gilles. Donc effectivement, en 2019, on était rapprochés par l'Hérault pour poursuivre justement et continuer cette opération avec un enjeu de connexion via les mobilités douces entre le site donc, de Béziers, Canal du Midi, le site de Minerve, Gorge de la Cesse et du Briand et le site de Carcassonne. Donc en sachant aussi qu'on a des sites qui sont quand même bien espacés en termes kilométriques. Donc on a mené lors de différentes phases d'études. Donc on s'est rapproché aussi des services des départements, services environnement, services des routes, services aménagement pour en fait savoir qu'est-ce qu'on avait comme offre, parce que l'idée du projet ce n'est pas de créer une piste mais de travailler vraiment sur l'existant. Donc, on a considéré effectivement donc, les voies vertes, les véloroutes, les GR pour voir si effectivement on avait des connexions possibles pour la pratique donc, du vélo. Donc, à l'origine, on était parti aussi sur de la randonnée, mais ça faisait effectivement de trop grandes distances. Donc, on a vraiment centralisé sur la pratique du vélo, qui est en plus tendance et qui faisait aussi écho à travers nos clientèles. Donc, sur la phase d'études, on s'est également rapproché en fait lors de l'assistance à maîtrise d'ouvrage de 3 cabinets, donc Géosystème, Cartographique et Semelle au Vent, pour nous aider vraiment avec leurs spécificités, leurs compétences pour vraiment déterminer les itinéraires à tracer, avec le souhait aussi de valoriser donc, le patrimoine paysager. C'est aussi dans le cahier des charges de l'opération, mais également de révéler des pépites qu'on avait aussi sur les territoires, tout en valorisant l'architecture, le patrimoine, les villages et également les professionnels qui étaient en démarche de qualification, qui jouent le jeu de la qualité, donc au travers de la marque Qualité Tourisme, Qualité Occitanie Sud-de-France, marque Pays Qatar, Vignoble Découverte, Tourisme Handicap. Donc l'idée, c'est aussi de favoriser principalement, on sait qu'on capte beaucoup de flux sur ces sites, notamment à Carcassonne, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer une alternative, une découverte nouvelle, une expérience nouvelle, pour vraiment découvrir plus largement nos territoires, tout en ayant aussi la sécurité d'envoyer donc des pratiquants sur ces itinéraires. Donc ça, c'était vraiment sur la phase opérationnelle. Donc 12 comités techniques, un gros séminaire aussi à Carcassonne, parce que c'est un projet qui était entièrement partagé avec les territoires, avec les territoires et les offices de tourisme, donc 4 territoires au doigt, 3 territoires sur l'Hérault, parce que l'objectif de cet itinéraire, qui est aujourd'hui défini, posé, donc on a bientôt le mois prochain le lancement officiel lors d'une conférence de presse, c'était vraiment aussi que ce produit vive et que ce soit un outil de développement au travers des territoires, que les offices de tourisme s'en imprègnent aussi. Donc on l'a vu sur d'autres voies vertes qu'on a pu porter dans l'Aude. On a vu l'installation de nouvelles chambres d'hôtes, de nouveaux lots de vélos qui s'installent, de vraiment faire vivre les territoires et d'élargir également le temps d'ouverture des sites touristiques et des commerces de proximité. Donc voilà, aujourd'hui, le principe est posé. On a également développé des outils de communication. Avant d'aller sur la communication, oui. Qu'on se rende un peu compte, c'est un réseau en continuité de pistes cyclables ou d'itinéraires sécurisés. Exactement. C'est-à-dire on est à vélo et on n'a pas peur des voitures. On peut ça. être en famille à vélo avec les enfants un peu devant, on n'a pas peur qu'ils se fassent attraper. Et de prestataires réceptifs, c'est-à-dire soit des hébergeurs, soit des restaurants, soit des boulangeries, qui vont vous donner les moyens de bien être accueillis en tant que cycliste. C'est-à-dire on sait où poser son vélo, on sait où le ranger le soir, on a des conseils spécifiques, c'est ça aussi. Exactement, et c'est aussi pour ça qu'on appuie sur des marges de qualification, donc comme Accueil Vélo, qui a vraiment cette notion aussi d'équipement, de l'accueil des publics, aussi des cyclistes, etc. Donc on a aujourd'hui une boucle qui fait à peu près 330 km. 330 km. Ouais, 330 km. Quand vous dites boucle, c'est-à-dire elle part, elle revient au même endroit ou alors c'est donc une connexion qui va de Carcassonne, Minerve, Béziers. Et ce qu'on appelle la variante sud, c'est donc de Béziers, Canal du Midi, La Grasse, donc qui est un plus beau village de France, et qui rejoint Carcassonne. Donc avec 2 options, c'est-à-dire
l'atout d'une boucle, c'est qu'on peut faire, on a plusieurs, soit on l'a fait dans l'intégralité, soit on a une variante nord, une variante sud. Et donc par rapport à ce test-là, on a fait tester ces produits une fois qu'ils s'étaient posés par des escapadeurs qui sont membres du réseau national, hein, qui ont cette sensibilité au niveau paysagère, qui ont pu tester, approuver donc l'itinéraire et surtout raconter leur récit. Donc on est vraiment sur cette expérimentation en disant on l'a fait, même au niveau photographique. Donc on a l'habitude de travailler avec des photos type magazine. On a fait le choix vraiment de communiquer sur l'expérience vécue avec deux typologies de clientèle. C'est-à-dire que les escapadeurs qui ont effectué la variante nord sont plutôt des seniors. Et la variante sud plus pratiquée par un duo de trentenaires, donc voilà, avec le même esprit, même sensibilité, et donc ça donne des récits très touchants, parce qu'ils ont fait aussi la rencontre des locaux, hein. C'est aussi le but de rencontrer, de connaître un petit peu les traditions des territoires, le contexte paysager, viticole, etc. Et donc tout ce récit-là fait partie vraiment du roadbook, hein, qui est ici. Donc je vous en ai laissé quelques exemplaires dans le hall. Et de mutualiser aussi, de mettre en synergie tous les outils de communication avec les offices de tourisme, mais aussi au niveau du réseau national, puisqu'il existe 15 escapades nature sans voiture en France. Donc nous, on est les petits derniers pour le lancement le mois prochain, et d'acter aussi toutes nos communications vraiment aussi sur ça, puisque ce produit-là qui affiche vraiment son ambition du sans voiture est quand même aussi ancré au niveau de grands itinéraires de grande notoriété, donc le canal de mer à vélo, hein, mais également la Méditerranée à vélo et la nouvelle Vélo Occitanie, hein, qui est en cours. Donc voilà, il fallait aussi trouver un ancrage aussi différentiel qui correspond aussi aux attentes publiques. C'est pour ça qu'on a aussi fait le choix au niveau de la pratique du vélo de vraiment l'ancrer sur de la VAE, puisque aujourd'hui, selon les derniers chiffres, hein, on a des ventes à plus 20% sur cette monture-là. Donc voilà, et aussi c'est pour aussi dans le mode inclusif d'inclure le plus grand mode de pratique. Hein. 300 km, c'est énorme, hein, 300 km. Donc ça veut dire Oui, quand on regarde les référentiels, par exemple le Loire à vélo, hein, qui a beaucoup d'antériorité, on avait ici l'an dernier Laurent Savignac qui nous expliquait, c'est une moyenne de 25 à 40 km maximum par jour, hein, qui est fait par les tourismes familiaux. Donc c'est un produit d'une semaine, voire 10 jours. Alors, que vous pouvez proposer. C'est un produit de 10 jours, voilà. Exactement, qu'on peut combiner en 4 ou 5 jours. Donc la variante nord, elle se fait en 4 jours et la variante sud en 5 jours. Donc lancement bientôt. Le mois prochain. Le mois prochain, voilà. On souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de touristes à vélo sur vos itinéraires. Et la dernière question, la collaboration entre deux départements complémentaires et non concurrents, et c'est un produit commun sans vouloir tirer la couverture à soi ? Exactement, et c'est pas que ça, c'est une collaboration aussi avec les grands sites, hein, les 3 grands sites, hein, pour avoir une vision commune du projet, mais également avec tous les partenaires qui ont travaillé sur le dossier, les offices de tourisme, les différentes filières. Donc voilà, ça s'est quand même très très bien passé, quoi. Merci. On a en général toujours plaisir à travailler ensemble. Merci. Dernier intervenant avant la partie questions. Merci Gilles Guiral d'être venu de Royan, hein, pour nous. Vous étiez déjà là. Merci hier, à vous. Pour nous présenter une expérience qui est une expérience de longue distance, puisque le vélo est quelque chose qui fait partie prenante vraiment de votre aménagement du territoire sur ce territoire, avec beaucoup de réalisme, avec les différents usages, le vélo citoyen, le vélo de loisir, le vélo touristique. Vous avez su faire la part des choses, essayer de faire travailler les gens ensemble, passer de côté l'utopie pour aller sur la réalité, développer les services. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on aimerait que vous nous expliquiez pour que tout territoire qui veut rentrer en vélo sache comment s'y prendre. Ok, alors juste pour vous planter le décor, j'arrive de loin d'un territoire qui est en Charente-Maritime. Pour vous situer, vous voyez Bordeaux, l'estuaire de la Gironde, La Rochelle, l'estuaire de la Seudre. Donc je suis entre les deux avec une frange littorale assez importante. C'est une communauté d'agglomération de 33 communes et 80 000 habitants l'hiver. Et après l'été, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc l'usage du vélo, en fait, c'est un feedback d'une dizaine d'années avec l'arrivée du grand itinéraire européen de la Vélodyssée qui a traversé tout le territoire, et quelques années plus tard, le développement du canal des deux mers à vélo. On est relié à l'Occitanie aussi.
Et le territoire qui était uniquement traversé par ces grands itinéraires, on s'est rapidement dit qu'il fallait qu'on crée une maille qui se diffuse dans tout le territoire pour conserver un peu les excursionnistes à vélo. Donc on a travaillé à la création de barreaux cyclables en site propre, en voie partagée, pour mailler tout le territoire. Puis petit à petit, c'est fait de plus en plus prégnante la pratique du vélo, qu'on va dire plus utilitaire, de déplacement pour des besoins du quotidien, avec une difficulté assez forte chez nous, du fait du caractère touristique du territoire, de distinguer les pratiques. Qui se promène, qui va acheter sa baguette de pain, qui va travailler. Une personne en vacances qui est dans un camping, qui tous les jours va à la plage avec des horaires de bureau, c'est du loisir, c'est de l'utilitaire. Donc on avait beaucoup de mal à distinguer les pratiques. Du coup, on s'est organisé sur un fonctionnement en mode projet à 3 services. Donc le service dont je m'occupe, activité de pleine nature, un service transport et un service bureau d'études qui nous fait les plans et les chiffrages des aménagements. Et ce travail en mode projet nous a permis d'englober toutes les thématiques et d'avancer avec pragmatisme sur le développement des itinéraires. Et quand on a commencé à travailler là-dessus, on a pris une étude qui avait été faite, je crois, par Vélo et Territoire à ce moment-là. En fait, on est parti du constat que vous avez en pratique le vélo, vous avez 4% d'intégristes qui, quoi qu'il arrive, quel temps qu'ils fassent, seront toujours à vélo. Bon, on en connaît tous un qui fait ça. C'est une minorité, ceux-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, c'est acquis. De l'autre côté, on a 20% de personnes, vous pouvez faire ce que vous voulez, ils ne prendront jamais un vélo. Mais entre les deux, vous avez toute une catégorie de personnes qui, eux, sont prêts à changer leur pratique à condition qu'ils se sentent en sécurité quand ils prennent des itinéraires à vélo. Donc, fort de ce constat, on a travaillé une charte d'aménagement et on s'est dit on va porter des aménagements cyclables qui sont des aménagements cyclables, à savoir des pistes cyclables ou des voies vertes. On a exclu tout ce qui est bandes cyclables sur les routes, les bandes de peinture, on a exclu les chaussées doux, etc. De manière à pouvoir proposer cette mise en sécurité dans le déplacement. Quand vous dites que vous les avez exclus, parce que ça existe un peu partout sur le territoire, c'est parce que vous avez constaté que ce n'était pas sécurisant et ça ne mettait pas les gens en situation sereine sur la route. Voilà, exactement, et d'autant plus quand on est dans l'accueil d'un public familial, on voit mal des familles se promener sur des bandes cyclables avec des circulations automobiles assez importantes. Voilà, donc la construction du schéma et de sa charte d'aménagement nous permet de guider l'action. On a un retour de 2 ans là cette année. On a démarré en 2020 sur le travail du schéma cyclable. Pour vous donner une idée, on est sur un volume d'investissement qui tourne entre 1 million et 1,2 million d'euros par an. Ça nous permet de faire un travail de chasseur de primes un petit peu pour récupérer tous les financements qui interviennent sur les différentes thématiques. Alors on a des structures qui sont plus sur le loisir, d'autres qui sont plus sur l'utilitaire, donc on essaye d'aller un petit peu, d'ouvrir tous les tiroirs, et sur les 2 années de réalisation, on arrive quand même à un financement qui tourne entre 60 et 65% de financement public, départements, régions, les fonds de la TSIL, l'Europe, etc. Donc ça permet quand même de démultiplier l'action. Alors on travaille effectivement sur le développement du loisir, on crée des itinéraires cyclables à connotation promenade, et on crée des axes plus purement utilitaires, et l'avancement se fait en fonction de l'opportunité, de la volonté des communes, et puis de la création des emprises foncières. Quand on n'a rien d'existant, c'est toujours la phase qui prend un peu de temps, ce qui nous permet de préparer des programmations sur plusieurs années. Dans l'organisation schéma cyclable, en fait, on a travaillé même sans prendre une compétence sur le vélo direct. On a procédé à la création d'un fonds de concours dédié sur le vélo qui nous permet, quand on est en dehors des grands itinéraires européens, nationaux ou départementaux, où là, la politique départementale de l'aide financière est fixée, quand on est en dehors de ce cadre, on travaille sur un cofinancement commune collectivité, 50% déduction faite bien sûr de toutes les aides qu'on peut récupérer. Voilà, c'est comme ça qu'on avance au fil de l'eau sur la politique vélo. La deuxième phase qui a démarré il y a 1 an et demi, on se rend compte que plus on avance dans l'aménagement, plus on a besoin de réfléchir au déploiement de services. La première étape a été, parce que même si on est un territoire touristique et qu'il y a beaucoup de socio-professionnels, de location de vélo, on a quand même des secteurs où il n'y a pas grand-chose.
Et tout le monde a en tête des galères à vélo, un boulon de la selle qui tombe, enfin des petites avaries comme ça, des pneus qui crèvent, on a oublié de prendre la pompe. Donc on a implanté 10 stations vélo qui sont des totems de réparation avec les principaux jeux de clés, le torx, le cruciforme, enfin tout ce qui va bien, et des stations de gonflage manuelles qui permettent de regonfler les roues. Donc on les a implantées prioritairement dans les zones dépourvues de services. Donc il y en a 10 aujourd'hui qui sont implantés et on réfléchit à une deuxième phase d'installation pour 10 stations supplémentaires, voilà, de manière à sécuriser les pratiques. Et on a lancé là, en fin d'année dernière, une enquête auprès de toutes les communes sur d'autres types de services liés à la pratique du vélo, qui sont les stationnements vélo, les points de pique-nique, les zones sanitaires et eau potable. Donc voilà, on va travailler cet inventaire, le restituer sous forme, on va le monter dans une base de données et le restituer en cartographie via notre système d'information géographique pour le rendre accessible après à tout le monde et distribuer les couches à toutes les structures qui peuvent en avoir besoin. Quel est le meilleur moyen de sécuriser le gardiennage des vélos quand on a son propre vélo, quand on y tient? On voit aujourd'hui des collectivités qui font des box un peu larges avec des codes pour rentrer ou des abonnements. Quel est, vous, en tant qu'opérateur de terrain, ce qui est le plus pratique et qui fonctionne? Alors, le système de consignes à vélo, on en a peu, on les a sur les gares. On a 2 gares SNCF sur Saujon et Royan qui sont pourvues de ce type d'équipement. Après, le travail, on se rend compte, là, sur le dispositif de stationnement vélo, on a, c'est un inventaire à la Prévert sur les différents modèles de mobilier, en fait. Vous avez des trucs qui datent d'avant-guerre et vous avez des choses qui sont très bien. Donc, on s'est dit que la deuxième phase de ce travail d'inventaire serait essayer un peu de normaliser le type de mobilier proposé, et on va vers le système de U qui permet d'attacher la roue et le cadre, et on va essayer de virer toutes ces pinces à vélo, voilà, qui sont surtout bien pour esquinter une roue de vélo plutôt que pour le sécuriser. Voilà, et puis avoir une localisation précise sur SIG de tout ça pour que les gens puissent avoir accès au point le plus proche. Vous me disiez dans la conversation que nous avons eue au préalable que votre objectif, c'était vraiment d'arriver à augmenter la part du vélo dans les déplacements de moins de 2 km. On s'aperçoit que parmi les pourcentages que vous avez faits, les 70% qui éventuellement seraient tentés de faire du vélo, il y a beaucoup de gens qui travaillent ou qui ont des services à moins de 2 km et qui prennent encore leur voiture. Oui, parce qu'on a en fait sur le territoire une zone, une couronne urbaine qui regroupe les 5 principales communes de la station balnéaire, avec une pression immobilière forte. Voilà, l'accès au logement, c'est compliqué. Donc, ce sont développés en périphérie des pôles de proximité où la construction reste encore abordable pour les jeunes ménages. Et on est sur des distances entre 8-10 km au maximum pour ces pôles. Et on voit bien l'intérêt de tracer ces barreaux de jonction pour des trajets quotidiens, pour le vélo. Du coup, je me suis perdu dans mon déroulé. On parlait de comment inciter, finalement, quel message et quel type de communication peut dire à monsieur, vous travaillez à 1 kilomètre de chez vous, si vous pouvez venir à vélo, ça serait plus pratique qu'essayer de vous garer au plus près de la porte de votre bureau. Oui, voilà, donc c'est l'observation de la structuration du territoire qui permet de répondre à ça, parce qu'effectivement, on a beaucoup de déplacements courts qui se font en voiture. Et l'objectif, c'est en passant par l'aménagement et la sécurisation, de pouvoir ensuite prôner l'utilisation du vélo et produire le report modal de la voiture au vélo, avec tout ce qui va avec, en service, en sécurisation des vélos. On envisage même de déployer sur l'année à venir un outil numérique, qui existe déjà, mais qui est plus à connotation de loisir. C'est une application qui s'appelle Loopy, ça a été développé en Charente-Maritime, et d'aller sur un calculateur d'itinéraire multimodal qui associe les déplacements à pied, à vélo, en train, en bus, pour qu'on puisse constituer un itinéraire sans utiliser la voiture. Et qu'est-ce que vous pensez de la location de vélos de type Vélib? C'est en milieu urbain aujourd'hui, ça a développé quand même la pratique du vélo en milieu urbain. Est-ce qu'il y a une taille critique dans les agglomérations ou les espaces ruraux pour que la location de vélos portée par la collectivité à destination des usagers soit pertinente? Alors, effectivement, c'est un sujet qui arrive aussi aujourd'hui.
C'est un peu compliqué parce si on a une zone de concentration urbaine, on est après sur une périphérie avec quand même un territoire assez diffus et le fonctionnement à l'année de ces stations n'est pas évident sur le plan économique. Alors on a fait deux choses. Alors là c'est le service transport qui a plus conduit cette action, mais on a fait un essai sur la location longue durée de vélos assistance électrique. On a pris 30 vélos avec un prestataire, mais en location longue durée. En 3 semaines, tout est parti. Les vélos sont reloués régulièrement par les personnes qui s'essayent finalement à l'usage du vélo pour des besoins quotidiens. Et en parallèle de ça, donc, ils vont refaire une deuxième session avec 60 vélos pour essayer d'amplifier un petit peu cette politique et limiter la relocation par les mêmes personnes, parce que le but, c'est pas non plus d'avoir à disposition un vélo assistance électrique à 40 € par mois. Et on réfléchit là aujourd'hui à l'implantation. Alors on a un train touristique qui s'appelle le train des Mouettes qui longe tout le secteur ostréicole de l'estuaire de la Seudre. On essaye d'implanter, on réfléchit à l'implantation de stations vélo sur chacune des petites gares parce qu'en saison touristique, il y a une demande pour aller faire des digressions le long de cet itinéraire, des balades à vélo. Et on veut essayer de monter un système mixte entre cet accès locatif en libre service, hein, vous déverrouillez un vélo avec la carte bleue, même système que le Vélib ou le Yellow à La Rochelle, et de le faire muter l'hiver sur de la location longue durée, de manière à arriver à stabiliser un petit peu les coûts de fonctionnement. Alors sur les éléments qu'on a en première approche financière, sur ces 4 stations, ça concerne 48 vélos, on est sur des niveaux d'investissement autour de 160 000 € pour le matériel, et on est sur un coût de fonctionnement autour de 80 000 € par an, et on estime les recettes assez proches du point d'équilibre financier. Donc on va essayer de développer de manière un peu pilote ce système. Dernière question, Gilles, pour ma part. Est-ce que, et là c'est plus une question subjective et votre appréciation personnelle en tant qu'opérateur d'une politique vélo, est-ce que vous pensez que ça va matcher avec les Français? Est-ce qu'on va suivre le modèle des Hollandais, on va suivre le modèle de tous ces peuples qui acceptent de prendre le vélo et qui prennent plaisir à faire du vélo? Est-ce que vous êtes optimiste ou plutôt on fait le maximum mais ça ne marchera pas? Non, moi je suis assez optimiste parce que j'ai un recul de 10 ans sur ces sujets-là. Vu mon grand âge, merci de rigoler. N'en parlez pas, mon bon monsieur. Voilà. Non, je pense que ça va le faire. On voit déjà, il y a une évolution énorme sur ce sujet-là. Rappelez-vous comment c'était il y a 10 ans, où on en est aujourd'hui. Quand le cyclotourisme, l'excursion à vélo est arrivé, les élus nous disaient mais ça va intéresser qui, ça va produire quoi? Aujourd'hui, on parle de 70 € de dépenses et par jour par excursionniste à vélo. Puis nous, sur le territoire, on a un truc qui est intéressant, c'est qu'on a un bac qui traverse l'estuaire de la Gironde, qui embarque des vélos. Et je ne sais plus, j'en parlais hier avec quelqu'un. Je disais, quand on regarde les chiffres, en 2018, il y avait 32 000 vélos qui faisaient le transit avec le bac. Aujourd'hui, on est à plus de 68 000 vélos qui empruntent le bac pour le transit. Donc, de fait, la pratique évolue. Et il faut qu'on avance. Le point vraiment le plus dur, c'est l'aménagement. C'est ça qui prend du temps, qui coûte cher. Voilà, c'est des budgets importants. Donc il faut pas lâcher la pression sur l'aménagement pour que ça. Merci Gilles. On peut maintenant, sur les dernières minutes de cette table ronde, passer la parole à la salle. Ils sont là, ils sont prêts à... Je sais que par rapport à toute la matière que l'on avait vue, ils ont dit qu'une petite partie de ce qu'ils éventuellement souhaitaient dire. Donc si vous avez des questions, c'est à vous. Tout a été très clair. Madame ? Sylvie Mallory, du Crêpes de Toulouse. Alors j'avais une question pour... donc Sylvie Mallory du Crêpes de Toulouse, j'avais une question, enfin c'est un peu un retour d'expérience, mais question également pour Mathéo, je crois. Ouais. Alors retour d'expérience parce que j'ai expérimenté le fait de partir en vélo comme ça le long du canal en famille. L'idée était aussi de découvrir les grands sites et rentrer en vélo évidemment. Alors j'étais confrontée à 2 problématiques en fait. La première c'était de profiter de faire le canal pour aller visiter donc des lieux, notamment Carcassonne. Donc vous arrivez devant la cité de Carcassonne et le premier problème que vous rencontrez, en fait, c'est vous êtes avec vos vélos, vos sacoches et vous voulez stocker votre vélo parce qu'on vous dit que vous ne pouvez pas rentrer dans la cité, ce qui est compréhensible en plein été. Et en fait, il n'y a pas de solution pour ça de proposer.
à ce jour en tout cas, il y a 2-3 ans. Et deuxième souci, pour rentrer à vélo, pour rentrer en train, pardon, on était 6, et trouver un wagon en fait dans lequel on va rentrer les vélos pour remonter sur Toulouse, eh bien c'est pas si simple que ça. Voilà. Donc c'est bien affiché qu'il y a des wagons en fait avec les vélos, mais vous courez le long du quai parce que on n'est pas capable de vous dire où est-ce qu'est le wagon en fait pour les vélos. Et quand vous avez le wagon, en fait, vous pouvez peut-être rentrer 2 vélos ou 3 vélos maximum avec les sacoches, mais après. Donc, moi, je trouve très intéressant vos projets. Mais du coup, est-ce que ces éléments-là sont pensés aussi, parce qu'il me semble qu'il y a à penser quelque chose dans la globalité, avec, oui, la mobilité à vélo, oui, les hébergements, parce qu'on les trouve, mais aussi comment pouvoir aller visiter les sites et laisser les vélos en sécurité, donc j'entends les parcs, et pouvoir rentrer en train de manière que ça soit à peu près confortable, ou réaliste en tout cas. Voilà. Ça marche. Ok. Alors moi, j'habite pas loin de Toulouse aussi, je travaille à Carcassonne, donc je suis usager du train et je rencontre effectivement des usagers quotidiennement qui ont ce problème, et notamment donc avec le réseau SNCF sur les TER, où effectivement il n'y a pas forcément de place lorsque les trains sont full déjà en été. Moi j'ai déjà vu des gens être refusés sur les accès TER. Donc ça, je pense que la région qui a compétence sur les transports ferroviaires en a entièrement conscience et travaille justement à ces pistes d'action. Sur le volet, et je pense que sincèrement que c'est pareil, c'est la question aussi avec les bus. Je sais que c'est toujours, c'est en train d'être réfléchi avec des solutions aussi, mais ça pose d'autres problèmes en termes de responsabilité des chauffeurs, etc. Mais je ne vais pas m'étaler sur des volets techniques. Sur la visite des sites, vous avez entièrement raison. C'est un travail donc, de qualification que l'on a sur l'itinéraire de canal de mer à vélo et la Méditerranée à vélo. On travaille aussi à des solutions, parce que c'est les retours que nous font aussi les clientèles. Nous, on est là aussi pour vendre la destination, mais on a aussi le feedback des usagers, et on essaye aussi, parce que c'est un gros travail de fond et d'amélioration quotidiennement sur l'accueil des publics. On travaille actuellement avec notamment les offices à de la conciergerie, justement, de vélos, donc vélo et bagages, parce qu'il y a aussi des transporteurs de bagages qui arrivent à Carcassonne, qui veulent visiter la cité pour une journée et qui veulent sécuriser leurs bagages. Donc ça, on s'appuie effectivement, je l'ai déjà dit, sur la marque Accueil Vélo, ou via ses prestataires, lorsqu'il y a des zones blanches, qu'il n'y a pas de prestation, de pouvoir assurer ces transports de bagages, de pouvoir assurer la sécurisation des équipements, les réparations aussi. Donc tout ça est en train d'être vraiment construit avec ce réseau que nous, on anime sur les différentes destinations, mais on a bien conscience aussi des problématiques et des accélérations qui sont encore engagées de notre part. Donc voilà, donc nous, ce qu'on travaille aussi via nos sites ou nos applications, c'est justement de fiabiliser cette information et d'être en tant que prescripteur, d'être le plus fluide possible, justement, pour pouvoir facilement monter son séjour sur ces destinations. Et puisque vous l'avez fait il y a 3 ans, le canal du Midi, donc nous, on a travaillé là sur les aménagements de l'itinéraire, parce que ce n'était pas un itinéraire super confortable, donc il y a 7 millions d'investissements qui a été posé par le département de l'Aude pour l'arrachage des platanes, puisque ça, on y est confronté, la consolidation des berges et également la stabilisation donc, des cheminements, donc à stabiliser. Donc aujourd'hui c'est opérationnel de la frontière de l'Hérault, donc de Bise jusqu'à Carcassonne, et 2023, donc fin d'année de cette année, donc les aménagements cyclables seront faits de Carcassonne jusqu'au seuil de Naurouse, donc jusqu'en Haute-Garonne. Voilà, ça a pris du temps, mais aujourd'hui, fin d'année, on aura un beau parcours aménagé sur le canal du Midi. Pas nous, pas encore, mais le département de l'Hérault y travaille. Non, je voulais compléter. En fait, l'histoire là des escapades nature sans voiture, ça sert aussi un peu à secouer le cocotier. Et c'est pas pour rien qu'on
voit ce qu'on appelle nos escapadeurs. Alors d'abord, c'est intéressant parce qu'ils nous font ce récit sensible de leur aventure, en fait, mais aussi ils nous font le retour des difficultés qu'ils auront rencontrées. Donc voilà, et l'objet aussi de la démarche, on est bien sur une expérimentation, c'est d'aller aussi pointer tout ce qui coince, en fait. Alors, apporter des réponses informatives, faire gaffe à la bonne information, et puis aussi secouer la commune, la collectivité, les services de l'État. Alors tout est très long quand on travaille sur des grands sites, et tout est très long quand on travaille sur le canal du Midi, parce que effectivement on est sur des pépites, des choses qui sont inscrites, classées à l'UNESCO, et donc en fait le moindre aménagement prend un temps infini. Mais je crois que c'est important, donc on le résumera, et ça avait été vraiment bien senti par les itinéraires comme l'antériorité, comme la Loire. C'est vraiment la convénience, c'est-à-dire la sécurité en premier, la facilité d'accès au site, le gardiennage du vélo, et être accueilli, non pas comme quelqu'un qui est bizarre, on arrive dans un hôtel avec son vélo, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et si c'est ça les conditions sine qua non, et c'est effectivement un travail de terrain, c'est parce qu'on voit des vélos qu'on va s'adapter si on est opérateur, c'est tout ce travail que vous êtes en train de faire, et il faut bien commencer. Autre question avant de passer à la deuxième table ronde, monsieur? Oui, bonjour à tous, merci pour ma question. Moi, ce serait une question pour Monsieur Guéral de Royan. C'est vrai que vous parlez beaucoup du développement du vélo électrique, mais on voit aussi qu'il se développe tout ce qui est trottinette, on voit les scooters électriques, etc. Et vous, en tant que responsable d'une agglomération, quelle position vous avez par rapport à d'autres modes d'autres mobilités électriques aussi, trottinette ou scooter ou moto? Alors, la trottinette électrique, effectivement, c'est un sujet, mais qui est finalement pas si compliqué. C'est un non-sujet, finalement. Parce que la trottinette, le décret qui fixe son utilisation, elle l'assimile à un vélo en lui donnant accès aux pistes cyclables. On est sur des engins bridés à 25 km/h. Donc, de fait, il n'y a pas nécessité de distinguer forcément les pratiques et d'en faire un cas à part. Alors on a en plus chez nous des trottinettes modèle fat bike qui vont aussi sur des circuits VTT. Là on a quelques problèmes avec l'ONF dans les forêts domaniales parce que ça draine une fréquentation supplémentaire et ça rend des espaces accessibles au grand public qui ne l'étaient pas jusque-là. Donc on est plus sur des notions environnementales. Pour le reste, ces engins-là, on leur place sur les infrastructures cyclables au même titre que les vélos. Il n'y a pas lieu de distinguer les pratiques. C'est plus problématique en ville avec l'usage des trottoirs ou des choses comme ça. Voilà, enfin, nous, c'est notre position. Et les scooters électriques, nous, on n'est pas tellement confrontés à ça et on est plus là, par contre, sur des véhicules motorisés qui ont plutôt un accès route et pas piste cyclable. Une dernière question peut-être, madame. Bonjour, Marie-Pierre Meillan, PETR Pays des Nest. J'avais une question pour la malle postale. Donc vous aviez dit que vous mettiez en réseau les transporteurs locaux sur des territoires, que vous pouviez aussi avoir un rôle de transport depuis l'aéroport ou les gares. Je me demandais, est-ce que vous développez aussi un petit peu ce qu'on appelle la mobility as a service pour que l'utilisateur, il ait directement les informations sur les connexions entre vos services et par exemple son train. Est-ce que vous travaillez aussi sur ce volet information pour avoir une vision globale de comment on va gérer son itinéraire de A à Z d'une certaine façon? Alors non, pas encore. Mais effectivement, c'est des choses auxquelles on a déjà réfléchi au sein de l'équipe. On reste encore une petite équipe, en tout cas au sujet en termes de développement numérique, mais c'est peut-être quelque chose vers lequel on ira pour effectivement proposer sur nos supports, sur notre site internet par exemple, qu'on puisse dire à un randonneur ou un cyclotourisme, voilà, je pars de Royan, comment je fais pour rejoindre Carcassonne? Il y a telle ou telle liaison avec un train, et après on peut assurer différents types de services. Ouais. Merci, donc je vous propose, merci à Sandrine, merci à Pierre, merci Dorian, merci Gilles, deux fois Gilles, puisqu'il y en avait deux Gilles aujourd'hui,